Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va continuer la synthèse, c'est ça, sur les fascismes après avoir vu les rejets, les affirmations et maintenant on va s'attaquer aux antécédents et à la genèse du fascisme. Je pense que ça peut être intéressant et éviter que faire l'amalgame, oui en fait, que le fascisme ce serait la société libérale, ou le socialisme, machin, idéologie woke, mon cul sur la commode, enfin vous connaissez les prétextes de connards, on va dire ça comme ça, enfin bref, on va s'y pencher. D'où vient-il? À la fin du 19e siècle, le capitalisme libéral évolue vers la formation de trusts et de cartels où se réalise la fusion entre le capitalisme industriel et le capital bancaire. C'est une des causes d'une grande augmentation de la production de biens de toutes sortes. Mais la concentration des entreprises en d'énormes affaires a également comme conséquence de creuser les écarts entre les immenses richesses des uns et les dénouements du plus grand nombre. Le déracinement des populations rurales attirées par la ville, leur entassement dans des cités qui n'étaient pas faites pour les recevoir, les conditions mêmes de l'emploi par la généralisation du taylorisme contribue à déshumaniser les rapports de l'homme avec son travail et bouleverse les relations traditionnelles entre les classes. Effectivement, c'est la division du travail dans les usines, etc. etc. Enfin, comme Marx disait que oui, l'homme devient l'appendice de la machine. Enfin bref. En particulier, les classes moyennes ne profitent pas toujours de la mutation économique. Pas toujours, il le fait mise là. Le développement de la grande industrie et du grand commerce, la production en série de marchandises à moindre frais menace d'expropriation et de prolétarisation nombre d'artisans, de petits commerçants et de petits propriétaires. Ces classes moyennes se refusent en général à se joindre au prolétariat dans sa lutte contre le capital, parce qu'elles auraient le sentiment d'une déchéance. Leur anticapitalisme est réactionnaire, elles ont la nostalgie d'une économie peu dynamique, routinière sinon figée. Elles s'imaginent pas d'autre forme de propriété que privée et elles refusent toute collectivisation qui les priverait de leur personnalité. Il est vachement bien ce que sais-je. Donc l'idéologie fasciste serait en fait une... je partage cet avis. Du sentiment révolutionnaire des classes moyennes en déclassement, qui refusent les collectivisations, le truc communiste, encore moins la pensée libertaire, enfin bref. Donc voilà ce qu'est le fascisme. Voilà, c'est une révolution de classe moyenne, c'est-à-dire que, enfin, des classes moyennes, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est un contresens dans les termes. Contenant la lutte des classes dont elles craignent de faire les frais, elles rêvent d'un état au-dessus des classes. Le peu de biens qu'elles possèdent et qu'elles ne veulent pas perdre les sensibilise à tout péril qui menace la patrie à laquelle elles s'identifient. Si une grave et durable crise se produit, cette patte amorphe peut lever à l'appel d'un agitateur qui saurait lui insuffler le levain qui lui convient. J'aime beaucoup cette métaphore. L'accélération des progrès scientifiques et techniques, d'autre part, si elles suscitent de grandes espérances, si elles améliorent les conditions d'existence, provoquent aussi un désarroi devant la découverte d'un monde illimité et effrayant, une peur grandissante en face d'un changement de rythme de vie et de l'instabilité croissante de la production et de la société, ou d'une pandémie mondiale aussi. Enfin ouais, c'est un autre sujet. Les découvertes scientifiques de Einstein, puis de Broglie, je ne sais pas du tout qui c'est, qui bouleversent les conceptions du temps, de l'espace et de la matière, accroissent l'inquiétude métaphysique. Freud et la psychanalyse découvrent les profondeurs psychologiques insoupçonnées. La philosophie met en cause la foi dans la science. Bergson réhabilite l'instinct. On constate un renouveau religieux ou plus largement mystique. Alors tout parallèle fait avec les événements actuels n'est pas purement fortuit, bien au contraire. Cette réaction de l'irrationnel, c'est Nietzsche qui l'exprime avec le plus de force. Pour lui, la pensée raisonnante est un appauvrissement. Il oppose à la morale résignée du troupeau celle du surhomme créateur. Il exalte la volonté de puissance, la vie dangereuse, l'héroïsme, allant jusqu'au sacrifice, et ce qui est totalement cohérent avec le projet fasciste. Certes, les classes moyennes ne sont pas enrôlées unanimement sous la bannière d'un chef infaillible, leur comportement a été diversifié. Les philosophes et les savants qui bouleversent les notions acquises, c'étaient en aucune façon des pré-fascistes. Souvent même, ils étaient le contraire, et d'ailleurs, les chefs du fascisme ne les avaient pas lus. Le fascisme n'était pas nécessairement inscrit dans la mutation que connaissent l'économie, la société et la pensée. D'ailleurs, il n'a pas triomphé partout à la fois, mais les mutations en cours créent un contexte général qui le favorisait et qui permet de distinguer les causes de sa réussite. Effectivement, il ne s'agit pas de faire un déterminisme purement fataliste, mécanique et froid, mais c'est plutôt une tendance globale et générale, effectivement.
On constate en effet que le fascisme prend son essor dans un climat de crise. Le fascisme italien naîtra de la crise provoquée par la Première Guerre mondiale. Le national-socialisme allemand se développe à partir de la crise mondiale des années 30. Il se nourrit de l'irritation provoquée par le mauvais fonctionnement du système parlementaire et de la révélation des scandales, telle l'affaire Kavinsky, génératrice du putsch du 6 février 1934. Il faudra qu'un jour je parle de ce truc-là. Enfin bref. Il est accru par une humiliation nationale qu'il s'agisse d'une défaite militaire, l'Allemagne, ou du sentiment de frustration résultant d'une victoire incomplète, Italie et Japon. Il naît du sentiment d'oppression d'une minorité, slovaque à l'égard des Tchèques, croates en face des Serbes, flamands contre les Wallons, etc. Mais il importe de noter que, à ces causes générales, les exceptions sont nombreuses. La crise économique n'a été nulle part plus ressentie qu'aux États-Unis, et pourtant aucune graine fasciste n'y a poussé. Aussi l'oppression d'une minorité, complot islamo-gauchiste, complot LGBT, etc. Encore une fois, l'actualité, il y a un parallèle assez effrayant. Le fascisme est né en Pologne et en Roumanie, en dépit d'une victoire sans ombre. Il n'a pas triomphé en France, malgré tous les travers de la Troisième République. Le sentiment d'oppression d'une minorité peut la conduire à l'extrême gauche, tel le régionalisme catalan, etc. Effectivement. Nous parlons plutôt d'extrême gauche léniniste. Enfin bref. En règle générale, donc, le fascisme naît dans un climat de tension violente, sociale et politique. Or, la Première Guerre mondiale avait revêtu une brutalité sanglante sans précédent. Elle avait révélé que la science et la technique pouvaient être plus meurtrières que bienfaisantes. Elle avait réhabilité la violence, et cela par l'engagement de millions d'hommes. Jamais, en effet, les armées qui s'affrontaient n'avaient été aussi nombreuses. La nation en armes. Or, le combat, les catégories sociales avaient été brassées, de nouvelles élites s'étaient affirmées. Une sorte de masse humaine homogénéisée et malléable s'était constituée. Après la guerre, dans les pays belligérants, nombre d'anciens combattants, même les plus valeureux, n'avaient pas réussi à se réinsérer dans la société. Beaucoup avaient l'impression d'être déclassés, ils appartenaient souvent à des classes moyennes qui menaçaient la mutation économique et sociale. Ils constataient qu'à l'arrière, à l'abri, d'autres s'étaient enrichis. Une colère montait en eux contre les oligarchies, les politiciens, avec la nostalgie de la fraternité du front et la conviction d'une mission de purification leur incombait. Effectivement. À l'est de l'Europe, en Russie, une grande lueur était née avec la révolution bolchevique. Elle menaçait d'embrasser l'Ouest, où ses partisans se multipliaient. Or, elle se présentait comme une révolution intégrale, une transformation complète de la société et de l'économie, une menace mortelle pour tout un système de valeurs. Classe dirigeante et classe moyenne étaient également sensibilisées au péril, à la recherche d'une arme politique de combat qui ne fournissait pas les démocraties déclinantes. Effectivement. Le dessus, la crise longue et grave des années 30 avait provoqué inflation, chômage et misère. Les ouvriers étaient certes les plus touchés, mais les classes moyennes avaient aussi à pâtir du désastre général. Quand même pas chercher des responsables dans le régime politique existant, l'étranger ennemi ou des éléments pathogènes au corps national. Quel remède utiliser sinon un resserrement des liens nationaux et la promotion d'une autorité protectrice, paternelle et celle d'un chef. Le fascisme utilisera ses rancœurs et ses craintes. Je pense qu'on peut pas mieux résumer. Donc effectivement, pour ce qui concerne le régionalisme catalan sur l'oppression des minorités, j'avoue c'est un passage que j'ai pas trop saisi. J'ai rangé ça dans le léninisme un peu par réflexe quelque part, mais j'avoue je n'ai pas trop compris ce passage. Enfin bref, je sais pas. Mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas trop. Sur le régionalisme catalan, je suis pas vraiment expert. Enfin bref. Donc voilà, c'était sur la genèse et sur les antécédents du fascisme, effectivement, qui naît dans une crise, qui n'a pas vraiment d'idéologie vraiment concrète, mais sinon on est contre, on veut pas être déclassé, etc. etc. C'est à peu près ça l'élément vraiment l'élément central, c'est le déclassement des classes moyennes. Je pense qu'on peut être à peu près d'accord là-dessus. Encore, chers amis, faut-il admettre l'existence des classes moyennes. Ne pas diviser le monde entre capitalistes et prolétariat de manière extrêmement simpliste. Voilà, je laisse ceux qui écoutent pleurer, je les entends d'ici. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.